Mes chers camarades, bien le bonjour. Au cœur du Loir-et-Cher se niche un village pas comme les autres, celui de Thro. Et vous allez le voir, c'est un endroit qui regorge de surprises et de légendes. Thro est un formidable village troglodytique qui voit encore aujourd'hui une bonne partie de ses habitants investir des grottes. Mais pas n'importe lesquelles, des grottes chargées d'histoire. Dans le flanc de cette colline, on trouve des pierres de tuffeau ainsi que des nombreuses traces de silex. Ce tuffeau, c'est la pierre qui fait toute l'identité de la région, et on la retrouve partout dans le Val-de-Loire. Facilement manipulable, elle permet aux premiers habitants de Thro, vers 900, de se créer de véritables habitations à même la pierre. À cette époque, ce sont surtout des pauvres qui creusent la roche avec des outils rudimentaires. Les habitations sont sans aucun doute assez spartiates. Mais la vie dans les troglodytes a un avantage certain. Sous la ville de Thro, qui est construite sur une grande motte, on trouve près de 4 km de souterrains que l'on appelle des caphores. La plupart des troglodytes de Thro sont ainsi reliés aux caphores dans ce qui forme un immense réseau souterrain. Ces tunnels permettaient aux habitants de se protéger en cas d'invasion ennemie, notamment des Vikings. Comment, me direz-vous ? Eh bien, en y installant des pièges. Les ennemis qui ne connaissaient pas le territoire pouvaient facilement tomber dans des fosses remplies de pics, ou se retrouver devant un goulet d'étranglement où l'on ne peut passer qu'à un homme, ce qui permet de contenir le flux des agresseurs. On pouvait aussi tout simplement creuser un trou, parce qu'un trou, c'est embêtant. En temps normal, les souterrains pouvaient servir de stockage. Plus tard, ils serviront à l'exploitation de la pierre, ce qui explique que les entrées de caphores soient souvent plus larges. Les souterrains plus anciens, eux, sont plus étroits et ne servaient qu'à la circulation. L'occasion de se balader dans de beaux tunnels, dont la majeure partie est aujourd'hui inaccessible au public, et de pencher la tête à l'intérieur de quelques grottes pour y découvrir quelques curiosités géologiques. En effet, plusieurs sources d'eau du village convergent au sein de ce que l'on appelle ici les caves pétrifiantes. L'eau qui coule le long des murs sculpte la pierre et lui donne des formes venues d'un autre monde. Un monde pétrifié dans lequel il pleut éternellement. La première motte castrale de Thro est construite vers 1050 par Geoffroy Martel, comte de Vendôme, d'Anjou et du Maine. Il pose les premières pierres des fortifications de la ville qui serviront à se protéger des ennemis arrivant par les plaines. Foulques le Jeune, quelques années plus tard, viendra construire la première forteresse et renforcer les murailles de Thro avec près de 21 tours de défense, ce qui est considérable pour l'époque. Au Moyen-Âge, l'activité de la ville de Thro va se développer de façon assez considérable, notamment grâce au commerce, mais aussi et surtout grâce aux barques à fond plat qu'on va mettre en place pour traverser le Loir. Ici, c'est près de 5000 personnes qui résident, alors autant vous dire que c'est pas une petite ville. À côté de la mairie, on aperçoit encore des vestiges de cette époque, comme les restes d'une maladrerie du XIIe siècle qui servait à soigner les malades et à accueillir les pèlerins. En tout cas, les nombreuses fortifications n'auront pas été bâties en vain, car quand le conflit éclate entre les Capétiens et les Plantagenets, la ville de Thro tombe aux mains des Anglais. Philippe Auguste attaquera la cité troglodytique en 1188 et il brûlera toute la partie basse de la ville. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne reste rien du Moyen-Âge. Loin de là. En se baladant dans les méandres de la ville, on trouve encore quelques vestiges de cette période. Un des plus étonnants est sans aucun doute celui du puits qui parle. Un puits de 45 mètres de profondeur avec une forme conique assez spécifique. Sa particularité ? Lorsque l'on parle au-dessus, notre voix nous revient de façon très limpide avec un léger décalage. En somme, un magnifique écho comme on en voit rarement. Mais ce qui est d'autant plus savoureux avec ce puits, c'est quand on connaît la petite histoire qui se cache derrière. La légende veut qu'au Moyen-Âge, un seigneur local, épuisé par sa femme qui parlait tout le temps, supplia à qui voulait l'entendre qu'il n'en pouvait plus et qu'il voulait s'en débarrasser. On est d'accord, c'est pas vraiment une fable progressiste. Belzébuth en personne lui apparut un jour et lui proposa d'emmener sa femme. Trop heureux de ne pas louper cette occasion, le seigneur accepte et Belzébuth kidnappe la malheureuse en s'envolant avec elle. Mais la femme, imperturbable, commence à tailler la bavette avec Belzébuth qui, très rapidement, s'aperçoit de son erreur. Il lâche la pauvre femme en plein vol et en tombant à terre, l'impact de son corps creusa le puits qui parle. La voix qui nous reviendrait alors ne serait pas la nôtre,
mais celle de cette femme. Personnellement, je trouve ça un poil glauque. Le conflit entre Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, puis plus tard les guerres de religion, entraîneront petit à petit la ville sur son déclin. Le château du Louvre, construit au XIIe siècle, sera démantelé par Henri IV après avoir assiégé la ville. Et je vous renvoie d'ailleurs à mon épisode sur Vendôme pour en savoir un peu plus sur ce contexte chargé en histoire. On raconte en tout cas que durant ces conflits religieux, plusieurs personnes seront brûlées vives ici, sur la motte féodale qui domine la ville. Une femme lâchée au fond d'un puits, des bûchers au combustible un peu trop frais, vous allez me dire « Dis donc Ben, c'est pas très joyeux tout ça ». Alors, vous avez raison, mais à partir du 19e siècle, eh bien les choses vont changer puisque c'est vraiment l'âge d'or de la cité troglodytique et la vie du village va s'organiser progressivement autour de ces habitations si particulières. Au 19e siècle, on trouvait en ville un café des caves. Les habitants se rassemblaient dans ce café pour faire la fête ou boire un coup. Mais encore une fois, dans une grotte, ce qui est loin d'être banal. Loin dans les souterrains, aujourd'hui inaccessibles car trop dangereux, il y avait même une salle de bal en plein milieu des tunnels. On peut le dire, ils avaient pas peur de se perdre. La vie sociale bat en tout cas son plein, et après un petit tour au café, on peut aller acheter son pain au boulanger du coin. Le boulanger s'est installé ici au 19e siècle, sous l'escalier Gabriel, pour faire son pain. On trouve sous cet escalier 2 points d'eau qui servent directement à la fabrication du pain et qui n'ont jamais été à sec. Au fond d'un de ces points d'eau se trouve un gisant qui a été réalisé par un artiste. Ce gisant représentant un chevalier avec une épée qui rappelle le passé guerrier de Thro. Mais une des activités commerciales les plus développées, comme dans tout le reste de la région, c'est le commerce du vin. On trouve ainsi de nombreuses caves annexes, c'est-à-dire des caves accolées à l'habitation, pour stocker ou préparer le vin. C'est le cas ici, à la cave Chopin, où l'on peut encore observer un pressoir à vin. La cave Yucca est un écomusée qui nous donne une représentation de la vie en milieu troglodyte au 19e siècle et en 1960. Elle nous permet d'avoir un bref aperçu de ce que pouvait être la vie des habitants à cette époque. La cheminée est très souvent dans la première pièce pour une raison très simple. Plus on s'enfonce dans l'habitation, plus il y a de terre au-dessus de nous. Placer la cheminée à l'entrée permet simplement de ne pas avoir à creuser un conduit trop long. D'ailleurs, on trouve ici une cheminée typique du coin avec le four à pain intégré. Et oui, on savait se faire plaisir. Les habitations troglodytes sont en tout cas idéales pour les familles qui y résident car il n'y fait jamais trop chaud et jamais trop froid. La température, autour de 15 degrés, y reste constante. N'empêche que 15 degrés, faut quand même prévoir une petite laine toute l'année pour pas avoir le nez qui coule. Ce qui est frappant quand on regarde les habitations de la ville, c'est de voir à quel point elles sont réparties sur plusieurs niveaux. Et ça a pu donner lieu à des situations complètement folles comme seule l'administration française sait en faire. En effet, le propriétaire d'une habitation n'est pas forcément le propriétaire de l'habitation du dessus. Au 19e siècle, on nous relate qu'un glissement de terrain aurait emporté une partie du jardin d'un habitant qui serait tombé dans le jardin de son voisin du bas. Problème, dans ce jardin, il y avait des arbres, et le voisin du bas décide de revendiquer la paternité de ces arbres. C'est un procès qui s'engage alors pour savoir à qui ils appartiennent. L'histoire ne dit malheureusement pas qui a gagné. Ces glissements de terrain ont en tout cas réservé d'autres surprises aux habitants de Thro. Au début des années 2000, par exemple, le propriétaire de la cave Graffin creuse le sol de sa propriété. Il découvre une pierre, puis 2, et continue à creuser. Finalement, c'est l'entrée d'un troglodyte entier qu'il découvre qui avait été enfoui sous le sol depuis des années, sous plusieurs mètres de terre, après un glissement de terrain. Les entrées de ces caves sont maçonnées de manière époustouflante. Clairement, il manque plus que Gimli et on est dans le Seigneur des Anneaux et ça, c'est les mines de la Moria. Thro, à travers les siècles, fait son petit bonhomme de chemin passant au travers des 2 guerres mondiales. Un monument aux morts de 14-18, construit par le célèbre sculpteur Antoine Bourdelle, rend hommage à la vingtaine de locaux tombés pour la France, et au pied du monument, représenté à côté d'un casque de poilu, on observe du raisin et des pommes qui représentent les activités historiques du village. Aujourd'hui, Thro continue de faire vivre son histoire et de la partager au public. Les habitations troglodytes ont été adaptées à la vie moderne, comme cet ancien pressoir où la maison a littéralement été construite dans une cave pour un résultat assez étonnant. Ou encore cette ancienne école tenue par des religieuses, la cave des Mourets, transformée par un architecte en habitation. Les plans qu'il laisse derrière lui nous renseignent sur la profondeur ahurissante de ces grottes. Aujourd'hui, le troglodyte est occupé par des artistes, une peintre notamment.
car Traux a été un centre artistique dans les années 70 où beaucoup d'artistes sont venus y vivre un temps, sûrement inspirés par le charme certain de cette petite cité de caractère. J'espère sincèrement que ce petit tour dans la ville de Traux vous aura donné envie de découvrir son histoire un petit peu plus en profondeur, sans mauvais jeu de mots. En tout cas, si vous êtes dans le coin pour les vacances, eh bien n'hésitez pas à vous y arrêter parce qu'il y a moyen de se mettre au frais assez rapidement quand il fait chaud. Merci au département du Loir-et-Cher pour avoir permis la production de cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur Nota Bene pour de nouveaux reportages. Salut. Abonne-toi à Nota Bene sur YouTube. Je suis aussi présent sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Ah, c'est vraiment le plus de l'enfer.